Je suis Olivier Gavache, maraîcher à Vézénobre, plus exactement sur les terres de Roumassouze. Je suis Camille Béral, chargée de recherche à Agrouf. Agrouf est une SCOP, une société coopérative et participative spécialisée en agroforesterie. On a un climat plutôt méditerranéen mais tempéré compte tenu de la proximité des Cévennes. Les terres de Roumassouze, c'est 11 hectares de terre en bordure de Gardon. Voilà, sur un sol limono-sableux profond, donc avec un très bon potentiel agronomique. Nous sommes sur une parcelle alluvionnaire qui a la caractéristique d'être en agroforesterie. Une grande histoire au niveau de l'agroforesterie qui est assez connue à travers la France et même l'Europe. L'agroforesterie, c'est le gîte et le couvert pour tout le monde. Et ici, c'est des noyers hybrides. Donc ils sont destinés à faire du bois d'œuvre. Ils ne produisent pas de noix comestibles. La distance entre les arbres et les cultures, c'est un sujet mouvant parce que les arbres ils grandissent. Je suis Olivier Gavache, maraîcher à Vézénobre, plus exactement sur les terres de Roumassouze. Et je suis installé donc ici en tant que maraîcher depuis novembre 2022, soit à peu près 2 ans. C'est un village dans le contrefort des Cévennes, au sud d'Alès. Donc on a un climat plutôt méditerranéen mais tempéré compte tenu de la proximité des Cévennes. Notre parcelle est en bordure du Gardon. Voilà, donc nous sommes sur une parcelle alluvionnaire qui a la caractéristique d'être en agroforesterie. Ici, effectivement, on a des étés qui peuvent être très très chauds, sans pluie, et des printemps et des automnes pluvieux, des hivers pas très rigoureux. Étant donné la proximité du Gardon, nous avons une parcelle qui est quand même gélive ici. Nous sommes une parcelle en agroforesterie. Sur la partie maraîchage, il y a des arbres fruitiers dans le verger maraîcher là où nous sommes, et puis des arbres à bois d'œuvre comme peuplier, paulownia essentiellement. Et donc du coup la gestion des arbres fruitiers, c'est les maraîchers qui s'en occupent. Après le bois d'œuvre, c'est le gestionnaire de la parcelle, Agrouf, qui intervient dessus. Donc on collabore ensemble pour évaluer les sujets qu'il faut élaguer, peut-être abattre, ce qu'il faut laisser pousser pour équilibrer en fait la vie de l'arbre avec le système de maraîchage qui est en dessous. J'ai voulu m'installer ici parce que je suis en reconversion professionnelle, je ne suis pas agriculteur de métier à la base, et à mon âge en fait j'avais le choix soit de prendre une parcelle de zéro, tout planter et regarder, soit de répondre à cette opportunité de prendre la suite d'un agriculteur partant qui a travaillé donc en agroforesterie, ce qui fait que l'opportunité était de pouvoir s'installer sur une parcelle déjà mûre et bénéficier directement des services des arbres. Pour l'irrigation, nous avons un forage. Nous sommes sur une parcelle qui est en bordure du Gardon, donc on est dans le lit majeur du Gardon, sur un sable limoneux et très peu argileux, ce qui fait qu'il y a beaucoup de circulation d'eau subaffleurante. C'est ce qui fait aussi que les arbres ici, la zone est très poussante. Les arbres ils font des poussées assez impressionnantes chaque année, et ils ne sont pas irrigués. On a un forage ici qui descend à 14 mètres. Donc il était, je crois, à 4 mètres en 2014, et puis ça a désamorcé parce qu'il y avait une sécheresse. Enfin voilà, le niveau d'eau était descendu, et aujourd'hui, depuis, il n'y a pas de souci sur l'approvisionnement en eau. Toute l'irrigation ici est en goutte à goutte, excepté les serres où on a de l'aspersion. Le pourcentage en serre, c'est de l'ordre de 1%. On va dire 1 ou 2% actuellement, et l'idée c'est de progresser. Donc là je suis en démarche pour acheter une serre pour le printemps, parce qu'effectivement avec 2 serres et notre commercialisation, on arrive à faire les productions d'hiver, mais les productions de sortie d'hiver et des débuts de printemps, c'est compliqué, donc on a absolument besoin d'une serre pour assurer la continuité de la production. On est en vente, essentiellement en vente directe. On a 2 AMAP, une toute l'année, une autre uniquement l'hiver.
Donc ça, ça dépend dans l'année, mais en fait ça varie de 40-50% du chiffre d'affaires. Après, nous avons des ventes directes en panier, en système de commande ou de livraison de paniers déjà constitués un peu comme de la MAP, mais sur d'autres zones de vente. Chaque maraîcher fait une vente à la ferme à son domicile. Donc du coup, les clients commandent ou des paniers ou des légumes et ils viennent les chercher après à nos domiciles. Voilà, et puis après on fait un tout petit peu des professionnels type biocoop, restauration aussi, on commence doucement. Le verger maraîcher a été créé en 2014, ça représente à peu près je crois 104 arbres fruitiers, plusieurs variétés en mélange. Et alors ils sont plantés sur des lignes de 16 mètres, ils sont espacés de 5 mètres. Donc l'ancien agriculteur les a menés en port libre. Il y a eu quelques, je pense, tailles, il y a eu des demi-tiges qui ont été formées quand même, mais pas plus. Et depuis, ils sont vraiment laissés libres de s'exprimer comme ils le peuvent et comme ils le veulent. Et voilà, donc aucun traitement, aucune irrigation. C'est un complément de commercialisation, donc il a été créé pour plusieurs raisons. On va dire l'apport de matière organique, l'ombrage, tout ce qui est lié à la biodiversité, et aussi pour faire du complément dans les paniers, c'est-à-dire que c'est une production. La vision était qu'on ne s'en occupe pas, et puis quand ça passe et qu'il y en a beaucoup, ça vient compléter la production maraîchère pour les paniers hebdomadaires, puisque l'ancien exploitant était lui aussi 100% vente directe avec des paniers. Donc ici la difficulté c'est d'avoir de la variété tout au long de l'année, toutes les semaines. C'est là où intervient la pertinence d'un verger maraîcher. On a des cerisiers là, qui font 6 mètres de haut, donc on va pas intervenir comme ça, on va y aller par palier. On ne peut pas enlever plus d'un tiers de la masse foliaire d'un arbre, enfin en tout cas voilà, de son volume, donc voilà, on va commencer doucement. Le rang des arbres, on l'entretient à la débroussailleuse ou à une moto faucheuse, voilà, c'est simple. C'est délicat parce qu'on ne débroussaille pas uniquement la ligne d'arbres, mais on va, quand on a des passe-pieds ou des zones de circulation ou des bords de planches qui sont enherbés, il y en a où c'est difficile parce que c'est mixé en fait. Le travail que je fais pour l'un est aussi un travail pour l'autre. Ici c'est très poussant. Le côté forêt, agroforestier fait que l'humidité elle reste, le sol il n'est pas séchant. Du coup c'est excessivement poussant je dirais par rapport à d'autres endroits. Et effectivement, j'ai pas quantifié le temps de débroussaillage, mais sur toute l'année, on doit avoir facile 2 semaines juste à la débroue, facile 2 semaines. En tout cumulé, je pense, 2 semaines, ça fait un jour par mois. Les zones là où on ne cultive pas, on peut, ou alors quand on fait un engrais vert spontané, une jachère, on peut passer le gyrobroyeur. La distance entre les arbres et les cultures, c'est un sujet mouvant parce que les arbres ils grandissent. D'une manière générale, les planches qui sont le plus près des lignes des arbres ont tendance à être moins cultivées par la suite. Donc quand on conçoit un verger maraîcher, il faut absolument être conscient qu'à l'état mature des arbres, la situation initiale et la surface de planches de culture maraîchère aura bien diminué. Donc il faut concevoir avec que cette surface qui restera soit la surface dont on a besoin pour travailler, et pas faire un chiffrage avec une surface initiale et puis qui va diminuant. Voilà. Donc ça c'est une première chose. C'est aussi pour ça que restructurer le verger maraîcher, nous on a des planches là où on ne peut plus cultiver parce qu'il y a trop d'ombrage. Donc l'idée aussi de restructurer, c'est d'apporter de l'ouverture, parce qu'il ne faut pas que l'un prenne le pas trop sur l'autre. Si moi j'ai mon verger maraîcher, mes arbres ils se développent trop de manière à ce que je ne puisse plus maraîcher dessous, c'est plus un verger maraîcher, ça devient un verger. Et donc l'idée c'est de garder ces deux composantes ensemble.
Donc il faut vraiment trouver un équilibre. Et là actuellement il y a un certain déséquilibre en faveur des arbres. Donc voilà, il faut rééquilibrer ça. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des cultures qui sont très sensibles à la luminosité, d'autres moins. Et sur les branches, sur les planches qui sont les plus proches des arbres, on a quand même une biomasse qui est souvent inférieure que sur les planches les plus illuminées. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut que de la lumière, parce que les planches les plus illuminées prennent de l'ombre aussi. Donc c'est là où il faut trouver le bon compromis avec l'ombre et la lumière. Donc comme c'est mouvant, il y a une année ou deux, pendant 2 ans, il y a un endroit qui va être bien, puis au bout d'un moment, ça va tomber, et puis l'année d'avant, et comme tous les ans, on va retravailler certaines zones, on va maintenir un équilibre, mais jamais au même endroit. Donc l'idée, c'est d'amener une rotation dans l'intervention des arbres, de manière à ce que tout le verger maraîcher ne soit pas à ras au même moment et que ça repousse. Voilà, c'est de garder ces équilibres-là, d'où cette idée de se faire accompagner, de bien réfléchir à notre plan d'action. Et après, effectivement, il y a des cultures qui supportent beaucoup mieux l'ombre. Donc on va favoriser ça. On sait que certaines vont mieux marcher que d'autres. D'autres, on sait que c'est rédhibitoire, et si elles n'ont pas plein de lumière, c'est du travail inutile. Mais on est aussi contraint par les rotations des cultures. C'est-à-dire que on a des super places à l'ombre, on a une culture qui adore l'ombre, mais c'est qu'un an. Donc c'est ça aussi, c'est que si on intervient par endroit dans le verger, on va mettre des zones qui vont devenir ensoleillées pendant un certain temps, on va pouvoir mettre des cultures qui aiment la lumière, les arbres vont pousser, l'ombre va revenir, et là on peut amener des cultures qui supportent plus l'ombre, et c'est comme ça qu'il faut que j'envisage de gérer ce verger maraîcher. Voilà. Nous avons des apports de matière organique exogène. J'ai remarqué que les cultures avec seule la nourriture qu'apporte la végétation ne suffit pas. En tout cas par rapport aux exigences du marché, si je puis dire. Donc ça marche si on ne fait pas d'apport, mais bon, le maraîchage est assez exportateur. Ici, il y a un taux de matière organique de 3,5%. Ça suffit pas pour, voilà, moi je pense, pour cultiver de manière un peu intensive, ça suffit pas. Donc on importe, on a plusieurs viviers, on utilise pour ce qui est du commerce des bouchons de compost animal, on utilise du tourteau de ricin, parce qu'ici il y a une grosse problématique qui est liée aux campagnols. Voilà. Donc le tourteau de ricin étant toxique, donc sur les cultures type pommes de terre ou poireaux, on utilise ça. Et après on utilise des fumiers des voisins. Donc on a une confrère éleveuse au vin caprin en bio. Donc on a son fumier. Et voilà. Initialement c'était du compost de fumier de volaille. On trouvait ça un peu trop lessivable. Du coup, on est passé sur un compost de mélange de différents fumiers pour avoir les formules adéquates. Et on a commencé justement à chercher des confrères qui, eux, ont du fumier et qui ont besoin de l'évacuer. Donc là, on est sur au vin caprin et on commence doucement là-dessus. Il faut travailler vraiment avec de la matière organique la plus fraîche possible, avec toute la vie, toutes les bactéries que ça peut amener à notre sol, qui ont par ailleurs déjà bien grouillants. On utilise du paillage de fauche, alors essentiellement de paille, de fauche, de foin. Une partie vient d'ici, une autre partie c'est un autre confrère paysan boulanger, voilà, bio, bien sûr. Après, on utilise, ici on produit du broyat avec les arbres. Mais le paillage en broyat, c'est compliqué, c'est délicat, on n'arrive pas à travailler correctement. On est obligé de ne pas en mettre trop, parce que c'est quand même bien carboné. Et du coup, c'est un paillage qui dure pas en fait, qui est vraiment pas bloquant. Et comme le sol en plus ici, il digère rapidement la matière organique, s'il est très lessivant,
et ça digère. Du coup, on se retrouve assez rapidement avec pas grand-chose, alors que la paille, là, on a fait des pommes de terre sous paille, on a mis la paille, on va dire, c'était au mois d'avril peut-être. Et là, on récupère la paille, on la met sur d'autres cultures. Maintenant, elle n'a pas été absolument absorbée par le sol. Voilà. Donc le broyat, on est en recherche itinéraire dessus parce qu'on a toute la matière ici. Et donc du coup, il faut qu'on crée notre itinéraire ad hoc. Et puis après pour le paillage, eh bien, on commence aussi doucement à utiliser des toiles tissées parce que vraiment, voilà, ça va nous aider vraiment pour la gestion des cultures. La répartition du chiffre d'affaires entre les légumes et les fruits, c'est marginal en fait. C'est marginal. Cette année, par exemple, comme la parcelle est gélive, on a beaucoup de fruitiers qui les fleurs ne tiennent pas. On a des gelées jusqu'au mois d'avril. Puis après, bon, il y a la météo. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu de petit bonheur la chance. On a fait de la pêche, on a fait un peu de pommes, on a fait un peu de prunes cette année, on a fait du raisin. On fait du kaki et j'ai dit de la fraise aussi. Voilà, donc c'est à quantifier. Mais je pense que ça mériterait d'être. Enfin, le potentiel est là et ça mériterait d'avoir une proportionnalité peut-être plus élevée du côté des fruits. C'est vendu dans les paniers, oui, au détail ou dans les paniers. Ouais. Après, quand on a quand par exemple on a un arbre qui crache et que là du coup il y a embouteillage parce que notre commercialisation ne permet pas d'absorber tout ça, là après on va passer sur du professionnel. Après, bon, si on communique autour de nous, on fait des plateaux aussi. On essaie d'être accessible financièrement aussi. Donc voilà, pour ne pas perdre, on va faire des plateaux de la pêche bio, mûr, à un prix attractif. Ça passe par une restructuration du verger, une sélection des arbres qu'on veut conserver, une sélection des arbres que l'on veut supprimer, une sélection des arbres qu'on va garder pour des raisons d'autres. Et voir éventuellement si on ne remet pas des variétés qui soient plus adaptées et ici au climat et aussi à la commercialisation. Parce que malgré tout, l'entretien d'un verger maraîcher, ça demande du temps. Vraiment, donc on se pose par exemple la question de la pomme où il y a du temps d'éclaircissage qui est très important et qui intervient à un moment où on envoie des cultures de maraîchères. Le kaki c'est super parce qu'il n'y a pas d'entretien et là on le récolte maintenant. Moi le raisin ça me plaît beaucoup puisque mon papa était viticulteur, donc voilà. Et puis c'est aussi sur une saison à l'automne où on lève quand même plus le pied. La pêche c'est super parce que ça arrive au printemps et voilà, on a des pêchers qui donnent sans trop d'intervention dessus, donc ça c'est pas mal. La cerise ici c'est à proscrire parce qu'on a la mouche Drosophile Suzuki, donc il faut faire des petits cerisiers sur lesquels il faut mettre des voiles. Et après derrière le temps de récolte en cerise autant les pommes c'est chouette parce qu'en 10 minutes on fait plein de kilos, autant la cerise en 10 minutes on n'a pas fait un kilo quoi. Donc même si le kilo il est à 12 ou 15 euros, voilà quoi, on a l'impression de ne pas avancer. Donc sauf si on adore la cerise vraiment, qu'on y tient, moi c'est un truc, la cerise c'est pas la peine quoi. Enfin en tout cas par rapport à la commercialisation, l'abricot ici il prend tout le temps le gel, en 3 ans, je n'ai jamais vu. Alors il y a des abricotiers, des fois des abricots un peu en haut qui arrivent à tenir, mais ils sont moches. Enfin voilà, ça vaut pas le coup de grimper en plus aux arbres qui font 5 mètres. Voilà, donc l'abricot ici c'est pas adapté. La poire ça peut être sympa, tout ce qui est reine Claude, Mirabelle, ça peut être sympa aussi parce que ça demande pas d'entretien. La figue aussi, alors ici à Vézénobre, c'est une terre de figues, on va dire. Culturellement, il y a eu de la transformation, du commerce et de la culture de la figue ici. Et donc du coup, localement, il y a une dynamique sur cette filière. Et nous, on souhaite s'y inscrire dedans. D'autant plus que le figuier, c'est très peu d'entretien. Et les gens qui aiment, ils adorent la figue. et donc du coup, voilà, quoi, qu'on a les bons clients, après, c'est chouette.
Voilà un peu sur. J'ai peut-être oublié. Bon, et après, il y a plein d'autres espèces de fruitiers, quoi. Mais voilà un peu les principales. Après, en vente directe, quand on a des trous en maraîchage et quand on a des fruits aux arbres, il y a une paire de fois où ça nous sauve bien quand même. Donc c'est chouette. Mais voilà, c'est les avantages et les inconvénients. Avoir des fruits qui passent à travers des différents ravageurs, maladies et conditions climatiques, c'est pas facile. Après, volontairement, on ne s'est pas dispersé, on s'est concentré chacun sur le maraîchage. Parce que on va dire que c'est notre commercialisation principale. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à une stabilité économique le plus rapidement possible. Et donc du coup, bon, comme les arbres ils sont là et qu'ils ont toujours été comme ça, enfin je veux dire, il n'y a pas de révolution à ne pas intervenir dessus, on peut le faire après dans un second temps. Avec les canards indiens, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas leur inculquer énormément d'habitudes. Je pense qu'on peut leur en mettre allez, 3, déjà c'est bien. Et le but de la présence des canards indiens, c'est de manger les limaces, donc c'est une éducation qu'il faut faire. Sauf que des limaces, effectivement, il y a des périodes où on en a énormément, mais il y a des périodes où on n'en a pas du tout. Et ils peuvent perdre leurs habitudes assez rapidement. D'autant plus que les périodes où il n'y a rien à manger, eh ben, ils vont manger sur nos cultures. Donc à ce moment-là, on va les parquer, et donc c'est une nouvelle habitude pour eux. Donc on a à peu près l'habitude de les rentrer au canardier avec un seau, donc c'est l'habitude de les appeler. Après il y a l'habitude de les amener au parc, l'habitude de leur faire manger des limaces, et du coup pour eux c'est assez complexe. Donc il faut, voilà, c'est une gestion qui demande du temps en plus du maraîchage, parce qu'il faut faire des parcs. Les parcs, il faut les déplacer toutes les semaines, il faut électriser. Voilà, donc voilà, il faut avoir conscience du temps que ça demande. L'agroforesterie, c'est le gîte et le couvert pour tout le monde, et ça peut entretenir de la prédation, donc, ou aussi de l'humidité. Et donc tout ce qui est maladie fongique. En été, ça a un réel attrait pour les microclimats qui sont créés sous les couverts arborés. Et ce qui permet de tempérer les cultures. Et effectivement, nous ici, on arrive à faire pousser de la tomate en plein champ, en plein été, alors qu'on a les voisins pour qui c'est difficile à cause de la lumière et de la chaleur. En revanche, sur des périodes comme le printemps ou l'été, le printemps ou l'automne, où là par exemple c'est humide sous les arbres, que voilà, l'humus se crée, eh bien on peut avoir des champignons, des limaces. Là par exemple, on est en train de se rendre compte que, en plus avec du paillage végétal, donc de la paille, du foin, des matériaux qu'on a récupérés, voilà. Et du coup, les limaces, voilà, elles sont très présentes, les champignons aussi. Et ce côté très humide accentue peut-être ce côté-là. Donc il faut effectivement bien maintenir, il faut bien débroussailler, il faut pouvoir laisser passer l'air. Faut pas laisser, quand on a beaucoup d'arbres, il ne faut pas laisser par exemple des haies de ronces du couvert végétal spontané trop haut et trop dense, parce que ça maintient une ambiance tellement humide que c'est chouette, ça fait la forêt, mais les légumes, bon, les salades, c'est un peu difficile pour elles des fois par moment. Voilà, ouais, elles aiment bien l'humidité, mais elles aiment bien la lumière aussi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, c'est un compromis à trouver. Alors ici, c'est vrai que les arbres sont mûrs. Il y en a, ils ont 30 ans, il y en a, ils ont 14 ans. Là, le verger maraîcher, il a 10 ans. Donc voilà, ça donne quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas planter trop serré. Si on veut faire du maraîchage sous les arbres, il faut quand même laisser des espaces, de l'aération. Le verger maraîcher a été implanté sur un ancien espacement où il y avait déjà des peupliers qui ont été abattus. Ça a été déjà replanté. Donc c'était un existant. Et franchement, quelque chose comme 20-25 mètres, ce serait beaucoup mieux. Ouais, ce serait beaucoup mieux. Et puis en parlant avec des collègues, voilà. Voilà. Après, effectivement, ça dépend de la hauteur de l'arbre, la taille de la planche. Là, qu'on a des peupliers qui font plus de 30 mètres de haut, on peut avoir des planches très larges, et puis on a un balayage d'ombre, donc voilà.
Mais si les arbres sont plus petits, effectivement, il ne faut pas non plus que les planches soient trop, enfin les zones de culture entre les arbres soient trop larges. Ça fait énormément de temps de travail hebdomadaire, surtout sur des itinéraires très manuels. Voilà, tout n'est pas mécanisé ici, une partie l'est, mais l'autre ne l'est pas du tout. Donc ça fait effectivement beaucoup de temps de travail. Maintenant, pour lancer une activité agricole, enfin déjà pour lancer une activité, il faut passer beaucoup de temps. Une activité agricole, il faut passer encore beaucoup de temps. Et du coup, ça nous pousse à chercher, à trouver des solutions justement pour augmenter notre rendement tout en diminuant nos nombres d'heures. Voilà, chacun réfléchit un peu à comment faire. Mais ouais, ça demande forcément du temps, de la présence. D'autant plus que c'est une commercialisation toute l'année, quoi. Puisque c'est une vente directe, donc c'est un service dont les clients ont besoin d'avoir leurs légumes toutes les semaines, un peu comme la boulangerie, tout ce qui est alimentaire en fait. Et du coup, il n'y a que 2 semaines dans l'année où il n'y a pas de commercialisation, Noël, jour de l'an. Et donc du coup, cette commercialisation-là en vente directe qui nous permet de valoriser les produits nous demande quand même à chacun une présence importante. Voilà. Les leviers, c'est de passer à beaucoup plus de toiles tissées en culture. C'est les occultations aussi. Et puis l'expérience aussi, hein. C'est clair que la première année, on fait des erreurs, on en fait beaucoup. Et puis la seconde année, on en fait un peu moins. La troisième année ainsi. Et puis au bout d'un moment, on n'est plus dans le mode de l'erreur, mais on est plus dans la recherche de la perfection. Et ça roule mieux, on a nos repères. Voilà. Et là aussi, on gagne, je pense, en termes de temps et de productivité. L'agroforesterie rajoute sur le temps de travail. Elle rajoute du temps, ne serait-ce que pour les entretiens des arbres, le maintien des équilibres arbre-culture. J'ai un détail dont je n'ai pas parlé, c'est quand on arrive à la chute des feuilles et qu'on a des cultures dessous. Voilà, donc c'est bien, on a un relargage de matière organique sur les planches de culture, mais du coup ça peut pénaliser. L'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai fait un semis d'épinards sous la haie de peuplier, tout benoîtement, et puis 15 jours après, donc, ça commençait à sortir, et puis toutes les feuilles des arbres sont tombées. Et j'ai pas percuté de suite, donc du coup voilà, la culture elle n'a pas fonctionné. Cette année, eh ben, du coup, ces cultures-là, je ne les ai pas mises au pied des arbres. J'ai fait plus attention à la période de semis, à la localisation. Et malgré tout, il y a des feuilles qui tombent. Et le matin, je passe à ramasser les feuilles quand c'était au stade de plantule. Ramasser les feuilles donc ça rajoute du temps aussi, quoi. Voilà. Mais j'ai de la matière organique dans mon champ. Après, les feuilles. L'avantage, c'est quand j'ai des choux qui sont sous les arbres et que toutes les feuilles tombent, ben, du coup, j'ai plus d'herbe. Donc, voilà, donc il n'y a pas forcément de désherbage. Donc, mais quand même, ça demande du temps en plus. Il faut la gestion. Il ne faut pas éluder, il ne faut pas enlever la gestion des arbres. Il faut au contraire le mettre dans son planning de travail, c'est important. Pour pas se sentir dépassé en fait, ou en tout cas avec des imprévus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais je devais faire ci, je devais faire ça, et c'est là où psychologiquement c'est pénible. Alors qu'on sait que, ben ouais, moi je sais qu'à partir à partir des premières gelées, dès que les premières gelées sont là, la tronçon, la scie, sécateur, et on va travailler dessus. Il y a des entretiens à faire parce qu'il y a des ronciers qui poussent. Ici on a des clématites, ce sont donc des lianes qui montent aux arbres, donc si on ne prend pas garde, après on a des rideaux végétaux qui amènent énormément d'ombre, et pour pouvoir intervenir sur les arbres et bien voir la structure des arbres, il ne faut pas qu'il y ait de lianes qui soient en culture dessus. Donc voilà, après comme c'est de l'ordre de l'entretien, ici on arrive, il y a peut-être beaucoup de travail au début, mais après quand on est plus sur un rythme d'entretien, ça va passer plus vite. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ça demande plus de temps. Par exemple, on va faire des entretiens, on va couper des branches. Ce beau tas de branches, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir le broyer, on va passer du temps à le broyer, mais après derrière on a une benne de broyat. Donc du coup, soit c'est ça, soit c'est sinon on va chercher du broyat, on va le chercher. Enfin, il y a toujours un peu à moins de se faire livrer par semis, il peut y avoir du temps de la manutention. Donc après,
l'un dans l'autre. Nous, on a la matière organique, on a du broyat, ça nous sert à faire les couches chaudes. Ici, on a notre propre pépinière, donc les plants, on va dire, la grande majorité des plants cultivés ici sont élevés à la pépinière, donc ça c'est un atelier supplémentaire. Et pour les semis de fin d'hiver, on fait des couches chaudes avec le broyat, des tailles d'hiver, quoi. Donc on a ce matériau là, mais c'est chouette, on l'achète pas, mais ça demande du temps parce qu'il faut le charger, puis après il faut l'amener dans les couches chaudes, il faut encore le décharger. Voilà, mais après on est là-dessus, c'est un système où il y a une forme d'autonomie. C'est forcément gagnant, en fait disons que je ne le conçois pas autrement, donc c'est comme ça. Et certes, les arbres, il y a des contraintes et des avantages, mais j'adore, je suis très content, moi ça me rassure d'avoir des arbres autour de moi. Je me sens bien, ça m'apporte de l'ombre, de la fraîcheur, de la vie. Alors certes, je préfère avoir des arbres que ne pas avoir des arbres. Donc les arbres, c'est avec les avantages, les inconvénients. Je n'essaie pas trop de quantifier, de dire ah bah ouais, mais en fait, s'il n'y avait pas les arbres, ce serait mieux, on gagnerait plus. Parce qu'après, on se retrouve avec des systèmes où il y a des champs qui font des hectares, des tracteurs qui font 25 mètres de long et des sols qui sont complètement appauvris. Donc voilà, clairement, pour pouvoir pas trop abîmer nos sols tout en cultivant, parce que malgré tout, on a un impact sur l'endroit où on travaille, puisqu'on cultive, on touche le sol, la biodiversité, voilà, on a un impact. Donc voilà, pour moi, les arbres, ça permet de diminuer, minimiser, se sentir bien. Et voilà. Et tout le monde qui vient ici le dit, ah ouais, c'est cool, on est bien ici. Alors mon conseil pour les gens qui veulent faire un verger maraîcher, c'est de bien le réfléchir et de bien identifier les objectifs principaux entre le verger et le maraîcher, les impacts du verger sur les cultures maraîchères. Parce qu'il y a un moment où il faut prioriser l'un sur l'autre. Donc c'est surtout de la conception, de la réflexion. Mon conseil, c'est aussi on a toujours au départ, j'ai entendu ce conseil-là, je n'ai pas écouté, je le redis et certains n'écouteront pas, mais après le prodigueront au suivant. Mais il ne faut pas planter vraiment trop serré. À la limite, si on est trop large, on peut replanter au milieu. Par contre, si on plante trop serré, après arracher un arbre ou le couper, c'est pas cool. Donc voilà, moi et puis voilà, de ne pas vouloir trop tout faire, parce qu'après, sauf si le verger maraîcher est destiné à nourrir la biodiversité et le sol et que les fruits on s'en moque et qu'on n'a aucune attente, donc là on peut y aller. Mais si on a des attentes économiques, c'est voilà, d'être un peu équilibré, de bien cerner quelles sont les priorités et voilà. Mais par contre, moi je pense qu'il faut y aller. Après, il y a des modèles de verger maraîcher qui peuvent être plus productifs, avec des arbres palissés, avec voilà, des itinéraires, on va dire, plus élaborés. Et donc du coup avec plus d'investissement et plus de retombées économiques. Mais c'est un vrai atelier à part entière où il faut intervenir. Et après, sinon, il y a le verger maraîcher un peu plus libre, où là, c'est un peu un complément sur lequel on compte sans trop compter. On sait qu'il va y avoir des choses, mais on ne sait pas trop quoi. Voilà. Donc il faut bien identifier ce vers quoi on veut vers aller et quelle capacité on a à gérer cet atelier ou cet autre atelier, en plus du maraîchage et surtout en plus de la commercialisation qu'on fait. Sur la rentabilité de l'exploitation, il y a un côté où je ne suis pas satisfait parce que je ne gagne pas ma vie, pas de SMIC mensuel. Parce que ça c'est un objectif à terme, mais dans la progression on va dire la progression de l'économie de l'entreprise, ça progresse en fait, et je pense que j'ai encore des marges de manœuvre pour avancer. Enfin, il y a des marges de manœuvre, voilà. Donc comme ça met du temps, les choses à se mettre en place, c'est sûr que les retombées économiques sont pas, je ne vis pas de mon métier aujourd'hui. En revanche, entre la première année et la seconde année, il y a une progression qui fait que ah ouais, bah, j'ai envie de faire la troisième année. Parce que voilà, la première année, on découvre. La seconde année, on a une marge de progression qui est quand même assez importante.
Et je pense que les 3 premières années sont fondamentales pour progresser et arriver à quelque chose de viable. Portraits de ferme, webinaires, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Je suis Camille Béral, chargée de recherche à Agrouf. Agrouf est une SCOP, une société coopérative et participative spécialisée en agroforesterie. Et nous, nos missions, on a 3 actions principales. On fait de la recherche en agroforesterie à l'échelle nationale pour comprendre les interactions entre les arbres et les cultures ou les animaux, évaluer les performances de ces systèmes et voir comment on peut les améliorer aussi dans la conception ou leur gestion. On a également une activité d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on accompagne les agriculteurs à la mise en place et à la gestion de projets agroforestiers, aussi les collectivités d'ailleurs. Et on fait aussi de la formation, donc de la formation pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, agriculteurs, techniciens, conseillers. Ici, on est sur les terres de Roumassouz à Vézénobre dans le Gard. Les terres de Roumassouz, c'est 11 hectares de terre en bordure de Gardon, voilà, sur un sol limono-sableux profond, donc avec un très bon potentiel agronomique. Et ces terres de Roumassouz, elles sont implantées par une diversité de peuplements d'arbres agroforestiers. C'est un site qui a quand même une grande histoire au niveau de l'agroforesterie, qui est assez connu à travers la France et même l'Europe. Ça fait partie des plus anciens sites en fait en agroforesterie. Et c'est un site sur lequel on a développé quand même pas mal de choses en agroforesterie au niveau de la recherche ou de la formation. Sur les terres de Roumassouz, on trouve une diversité de peuplements d'arbres. Les plus anciens, ils ont été implantés en 1996. À l'époque, c'était l'INRA de Montpellier, l'UMR System exactement, qui a implanté ces arbres en accord avec les propriétaires de l'époque. Et leur objectif, c'était d'expérimenter l'agroforesterie avec une rotation céréalière. Donc ils l'ont fait surtout entre les peupliers, par exemple, peut-être aussi ailleurs. Et ensuite, ils sont partis. Et en 2010, c'est Denis Flores, avec sa conjointe Virginie, qui ont acheté les terres. Et eux, ils se sont installés en maraîchage biologique diversifié. Ils avaient également des grandes cultures à l'époque et ils ont ensuite arrêté. Mais voilà, le cœur de leur production agricole, c'était le maraîchage. Ils ont aussi, Denis a commencé à valoriser les arbres, hein, il était aussi bûcheron, on peut dire. Et ensuite, Denis, il est parti à la retraite il y a 2 ans. Et du coup, d'un commun accord avec lui, parce qu'on a développé quand même pas mal de partenariats, de liens avec lui, hein, on a beaucoup travaillé avec lui sur les terres. Donc on s'est mis d'accord pour que ce soit Agrouf qui reprenne en gestion l'ensemble des terres de Roumassouz. Par ailleurs, sur le site, on va avoir d'autres activités. Donc en termes de production agricole, on va mettre en place des cultures fourragères là, pour valoriser les surfaces. En attendant de développer d'autres choses, j'y reviendrai. On va aussi lancer une activité de pépinière de plants suivant la marque végétale d'origine locale pour fournir les projets qu'on accompagne tout simplement, hein, avec des plants, des feuillus, des plants forestiers, etc. Et à terme, on a quand même des projets de développement à des buts aussi d'expérimentation sur les grandes cultures, etc. Donc il y a plein de perspectives qui se dégagent. Juste pour rappeler un peu le fonctionnement, Agrouf n'est pas seul sur ces terres. Donc on a Olivier et Léna avec qui on va travailler, mais on a aussi mis en place un comité de pilotage, un comité scientifique avec des partenaires de l'INRA, des agriculteurs et des partenaires d'instituts techniques ou autres, qui travaillent avec nous pour choisir des orientations un peu qu'on va développer sur ce site. Voilà, ce site en gros, il a plusieurs vocations. Déjà il a une vocation de production agricole en agroforesterie, donc ça on veut que ce soit maintenu. Il a une vocation aussi expérimentale et de recherche, parce qu'on a la chance ici d'avoir un terrain de jeu incroyable avec des arbres matures sur lesquels on peut intervenir et créer différentes conditions agroforestières pour voir comment se comportent dessous certaines cultures. Donc on a envie de continuer ça et de le tester avec nos partenaires divers et variés d'instituts de recherche ou d'instituts techniques ou autres. Il a aussi une vocation de sensibilisation à l'agroforesterie, pour montrer aussi ce que ça donne l'agroforesterie une fois un peu développée. Donc permettre de découvrir ce que c'est, etc. Donc sensibiliser le grand public. Et il a une vocation de formation, pédagogique. C'est vrai que c'est un site sur lequel on a déjà fait des formations et sur lequel on souhaite encore développer ces formations. On peut
d'une part expliquer un peu l'agroforesterie, comment ça marche avec les agriculteurs qui sont installés, mais on imagine aussi pourquoi pas mettre en place des aménagements agroforestiers à vocation pédagogique qu'on pourrait planter et entretenir avec les stagiaires. Donc il y a pas mal de perspectives aujourd'hui sur les terres de Roumassouz, sur ces 11 hectares. Là on vient tout juste d'être gestionnaire, ça fait 1 an à peu près. Et du coup, voilà, on espère pouvoir développer tout ça sur le plus ou moins un moyen court long terme, on verra. Donc sur les terres de Roumassouz, on a eu différentes actions de recherche. Il y a eu plein de thématiques abordées. Une des principales, on va dire, qui est en place depuis 2014, c'est la dynamique de recherche qu'on a, de recherche participative, parce que c'est avec les agriculteurs, sur l'agroforesterie maraîchère. Ça a été fait à travers le projet qui s'appelle Arbre à Tatouille. Il a débuté en 2014 et il se poursuit en fait encore aujourd'hui. Et l'idée de ce projet, c'est vraiment d'étudier les interactions entre les arbres et les cultures maraîchères. Et en partenariat avec des équipes de l'INRA, d'autres maraîchers, etc. aussi. Et avec des soutiens financiers divers et variés au fil des ans, en passant par la Fondation de France qui nous a beaucoup soutenus au départ, d'autres fondations privées comme Picard, Humus, Terra Symbiosis. Et aujourd'hui, c'est un financement de la région Occitanie et de l'Agence de l'eau. Et bref, tout ça pour dire que dans Arbre à Tatouille, on étudie vraiment les interactions entre les arbres et les cultures maraîchères et on a créé pour ça, dans cet environnement où on a quand même beaucoup d'arbres, différentes modalités d'ombrage. On a réouvert plus ou moins la canopée des arbres pour créer des conditions aussi microclimatiques différentes et voir du coup comment se comportaient certains légumes dans ces conditions. Aujourd'hui, on a étudié la tomate, la patate, les oignons, les salades, les haricots. Enfin voilà, on commence à avoir quand même pas mal de références sur une diversité d'espèces de légumes. C'est un travail qui doit se poursuivre, qu'on fait aussi sur d'autres sites. Là, on va attaquer de travailler chez Nicolas Verzotti, qui est la ferme du Colibri en PACA. Et voilà, on pourrait élargir encore. Et du coup, c'est un des travaux principaux qu'on a fait ici, sachant qu'avec nos partenaires, on a aussi étudié l'effet des arbres sur la macrofaune, sur la fertilité des sols avec l'UMR Eco et Sol, également l'effet des arbres sur la qualité nutritionnelle des tomates avec l'UMR PSH, les bilans hydriques également avec l'UMR Géo. Enfin voilà, dans Arbre à Tatouille, on a fait quand même pas mal d'essais. Sur ce site aussi, par le passé, on a pu étudier l'effet des arbres sur le stockage de carbone dans les sols et la forme de carbone aussi, donc ça c'était le projet Agripsol. On a également travaillé sur la valorisation des arbres agroforestiers par rapport à des arbres forestiers. Est-ce qu'on a une qualité de bois différente? Est-ce que ça permet de produire une biomasse d'une qualité différente pour des matériaux biocomposites, des choses comme ça? Donc ça c'était à travers le projet Agrobranche. Et aujourd'hui, on va continuer donc Arbre à Tatouille, mais on va aussi étudier les plantes aromatiques sous les arbres dans le cadre d'un projet qui s'appelle Canopam, qui est un CASAR qui est en cours, là, piloté par l'ITEPMAI, l'Institut des plantes aromatiques et médicinales. Et donc là, on va étudier certaines plantes aromatiques et je pense qu'on va développer quand même pas mal d'axes autour des grandes cultures. Voilà, parce qu'à Grouf, on a une recherche qui est nationale. On travaille sur tous les systèmes agroforestiers, que ce soit des haies ou en intraparcellaire. Avec des animaux, de l'élevage de volailles, de l'élevage ovin, bovin ou en culture, avec tout type de culture. Et donc on a quand même pas mal de projets assez diversifiés avec nos réseaux de partenaires à travers la France. Aujourd'hui, on a pas mal d'axes. C'est vrai que l'axe principal de recherche qu'on aimerait, je pense, creuser, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur les potentiels de l'agroforesterie dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et notamment pour tamponner ou limiter tout ce qui est stress thermique ou hydrique des cultures. Et la question du rôle des arbres dans tout ça, entre le microclimat que les arbres permettent de créer, mais aussi le fait qu'ils prélèvent de l'eau, etc. Quel bilan on peut faire de ces systèmes, et notamment les bilans hydriques qui sont aussi une grosse question sur l'agroforesterie. Voilà. La difficulté qu'on a en agroforesterie, c'est que c'est des systèmes très diversifiés. Et que du coup, à chaque fois, on a des références acquises dans des contextes particuliers. Et souvent, on n'a pas beaucoup non plus de systèmes très matures pour vraiment voir ce qui se passe au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, nous, avec nos réseaux d'agriculteurs, dans différents contextes, avec eux. Et que on essaye toujours d'acquérir un peu plus de références pour avoir davantage de pistes de réflexion pour la conception et la gestion de ces systèmes. Alors on peut trouver les résultats de nos travaux de recherche avec nos partenaires sur les sites d'Agrouf en fait. On a un site dédié à la recherche et dessus il y a tous les projets de recherche qui sont listés et souvent, comme on a les compétences pour développer des sites web en interne,
On a des sites web dédiés à chaque projet et dedans il y a les livrables. La plupart du temps quand ils sont publiés, ils sont sur les sites internet. La question du niveau d'ombrage à partir duquel ça impacte vraiment négativement les cultures. En fait tout est une question de seuil et ça va être très dépendant du type de culture aussi. Nous ici ce qu'on a pu tester dans le cadre du projet Arbre à Tatouille, c'est différents niveaux d'ombrage comme je le disais. Il y avait un ombrage autour de 80% dans certaines modalités comme on peut avoir derrière vous. Donc c'était la modalité qu'on appelait élaguer là-bas, où on avait juste élagué les arbres et ils avaient le houppier pleinement développé. Et on était intervenu sur certains noyers pour ouvrir un peu. Donc il y avait la modalité qu'on appelait émondé, où on était à un ombrage autour de 65% dans ces eaux-là. Et la modalité ici qu'on a derrière qui a repoussé, tétard en fait, où on a coupé toute la couronne des arbres pour faire revenir la lumière et on intervient tous les 3 ans dessus. Dans cette modalité-là, on a des niveaux d'ombrage qui varient sur 3 ans entre 40 et 60% en gros. Et ce qu'on a pu observer en suivant par exemple les tomates, qui est quand même une culture qui aime le soleil, la tomate, en comparaison d'un témoin, j'ai oublié de le dire, sans arbre, c'est que au-delà de 50-60%, la production elle dégringolait quand même beaucoup d'ombrage. Au-delà de 50-60% d'ombrage, la production elle dégringolait beaucoup. Et du coup, en tétard, on avait une production brute de tomates qui était quand même légèrement inférieure au témoin, mais pas autant que les autres modalités. Par contre, même si elle était un peu inférieure, quand on regardait la qualité des tomates et qu'on enlevait toutes les tomates qui étaient abîmées et qui étaient non commercialisables, tétard se retrouvait avec des performances similaires au témoin. Parce qu'en témoin, on avait plus de tomates impactées par des stress thermiques, justement, ou stress hydrique, avec des crackings, des coups de soleil, des choses comme ça. Donc tétard avait un rendement similaire au témoin. Et après, quand on regardait encore la qualité de ces tomates, pour voir si elles étaient de catégorie 1, 2, donc ça fait une différence aussi d'un point de vue économique, on se rendait compte qu'elles étaient plus belles en tétard. Et donc on s'est dit que sur ce site-là, dans la modalité tétard qui se situe autour de 50% d'ombrage, on avait quelque chose d'à peu près équilibré entre l'effet de la compétition par l'ombrage, mais aussi l'effet du microclimat qui pouvait limiter certains stress. Et donc on arrivait à cet équilibre qui s'est avéré ici plus performant que les tomates qui étaient restées en plein soleil. Dans chacune des modalités d'arbre à tatouille, donc avec le témoin plein soleil, on avait de l'irrigation. Toutes les pratiques étaient les mêmes dans toutes les modalités. Il n'y a que l'irrigation qui changeait. On apportait plus d'eau en témoin parce que les tomates étaient demandeuses de plus d'eau. Et donc on ne pouvait pas non plus les laisser complètement se dessécher. Donc on a apporté plus d'eau. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi calculer l'efficience de l'utilisation de la ressource en eau. Donc c'est en gros le nombre de litres donné pour un nombre de kilos de tomates obtenus. Et du coup, tétard s'est avéré avoir une meilleure efficience de l'utilisation de la ressource en eau. J'ai oublié de le préciser, ici c'est des noyers hybrides. Donc ils sont destinés à faire du bois d'œuvre, ils ne produisent pas de noix comestibles. La production qu'on tire des noyers hybrides, c'est du bois d'œuvre. Et la biomasse qu'on a tirée des houppiers des tétards ou même dans émondé sert à faire du bois ramel fragmenté, qui permettent de pailler les planches des cultures. C'est bénéfique dans le sens où on tire une production, on les valorise, mais comme vous pouvez voir derrière moi, les tétards ils sont hauts, ça demande aussi une certaine technicité. Ici, il faut se dire, on est arrivé dans un milieu où les arbres ils étaient ce qu'ils étaient, de grands arbres élagués, très hauts, et du coup on est intervenu sur ces grands arbres. Si on voulait vraiment faire peut-être des tétards pour produire du BRF, on les ferait peut-être pas aussi haut, ça dépend un peu de la technicité et du savoir-faire de l'agriculteur ou des personnes qui sont dédiées à entretenir ces tétards. Mais des tétards si hauts en noyer hybride, c'est pas courant. Ici, on les a fait pour les besoins de l'expérimentation et on les a valorisés en BRF comme ça tous les 3 ans parce que c'est un produit ici qui est utile pour les agriculteurs. Mais c'est pas un modèle qui est forcément applicable partout parce qu'il faut, ça demande une réelle compétence de grimper dans les houppiers et de les tronçonner de là-haut, quoi. Enfin voilà, c'est pas ça s'apprend. Donc nous, la scierie, on va l'utiliser ici pour les arbres de Roumassouz, mais aussi sur des chantiers dans le coin. On ne peut pas aller non plus trop loin, j'imagine, mais sur la partie sud-est ou le périmètre, je ne sais pas, une centaine de kilomètres peut-être, on peut être amené à faire des chantiers. C'est vrai qu'on aimerait, nous, privilégier forcément les projets agroforestiers, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets agroforestiers qui sont suffisamment matures pour faire intervenir une scierie mobile. Ça ne court pas les rues, si je puis dire.
Du coup, ici, on va l'utiliser. On va travailler là-dessus avec Olivier et Léna aussi. C'est important qu'ils aient ce lien avec les arbres et qu'ils soient aussi connectés à ça. Donc, et puis ils sont demandeurs, donc je pense que dans leur partie là-bas sur les 3 hectares, on interviendra avec eux. À l'époque, ils ont beaucoup planté, c'était les débuts de l'agroforesterie, et il y a eu des peuplements qui ont été faits en monospécifique. C'est normal, c'était l'approche des débuts de l'agroforesterie, où l'approche était très sylvicole quand même. L'idée c'était de voir comment les arbres qu'on peut planter pour faire du bois d'œuvre, ils se comportent quand on les espace et qu'on met des cultures entre, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peuplements ici monospécifiques, comme les noyers hybrides qu'il y a là, ou les peupliers qu'il y a là-bas, ou les paulownias qu'il y a là-bas. Donc je pense que nous, en reprenant la gestion, on va peut-être diversifier aussi ces zones. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être fait différemment, mais d'un côté, c'est aussi utile là, pour l'expérimentation, donc il y a aussi des bons côtés à ça. Quand un agriculteur se lance, je pense qu'il faut qu'il soit au clair sur les objectifs qu'il met derrière les arbres qu'il veut planter, les objectifs que ce soit en termes de service ou de production, et arriver aussi à peut-être à penser au levier de gestion sur le long terme. Parce que au début, on pense beaucoup aux espacements par rapport aux machines, etc. Mais il faut arriver à se projeter, à se dire, voilà, si les arbres commencent à faire trop de compétition pour ci ou pour mi, quels sont mes leviers de gestion? Est-ce que je prévois d'éclaircir? Est-ce que je prévois de tailler? Est-ce que je prévois d'en faire sauter 1 sur 2? Enfin voilà, peut-être se projeter un peu là-dessus. Dès le début, ça peut être pas mal aussi pour se rassurer par rapport à d'éventuelles compétitions qui pourraient apparaître. Mais souvent quand même, enfin moi je ne suis pas du tout conseillère en agroforesterie, alors je parle pour mes collègues, mais quand on travaille bien la conception par rapport aux objectifs de l'agriculteur et aux objectifs à long terme de l'agriculteur, on arrive à concevoir des systèmes qui peuvent se piloter assez facilement en cas de besoin. Et je pense que voilà, c'est un peu... Enfin, mon conseil, je pense, pour l'agroforesterie, ce serait vraiment de se faire accompagner, pour le coup, par des professionnels. Parce que voilà, c'est engageant, les arbres, forcément, c'est sur du long terme, donc vaut mieux être accompagné. Alors sur ce site, on a différents peuplements agroforestiers. Dans la partie d'Olivier et Léna, là-bas, en maraîchage, on a des peuplements de peupliers qui avaient été abattus en 2012, qui sont repartis. On a sélectionné la tige, donc là on a des allées de 16 mètres à peu près, avec des peupliers tous les 4 mètres sur le rang. Mais parfois il y a des manquants concrètement, parce que ça a évolué le système. Ces peupliers, ils continuent, dans la poursuite des peupliers, il y a des paulownias qui ont exactement les mêmes espacements. Ici on est dans la partie du peuplement avec les noyers hybrides qui sont plantés en 10 par 10. Donc on est à 100 arbres hectares. Et voilà, au pied des arbres, on a laissé des bandes enherbées. Parfois elles sont cultivées, dans certains endroits il peut y avoir des buttes de fraises ou d'autres choses. Mais la plupart du temps, c'est un enherbement spontané qui est géré, voilà, broyé, fauché, etc. Plus loin, là-bas, sur le site, on a un arboretum de feuillus diversifiés. Donc on a une dizaine d'espèces d'arbres différentes. En termes d'entretien, nous, on débarque un peu. Là, ça fait 1 an, donc il faut qu'on se mette vraiment à la gestion de ce site. Donc là, ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est mettre des cultures fourragères partout. Voilà, l'idée, ça va être de gérer cet enherbement, parce qu'ici, on est sur quelque chose de très poussant. On a le gardon là-bas, il y a de l'eau à 2,50 m dans le sol, ou 3 mètres, ou 3,50 m, enfin, c'est très variable. Et on est sur un sol avec un potentiel agronomique très bon, donc ça pousse très vite. Donc nous, l'objectif, ça va être d'une part de contrôler cet enherbement, et d'autre part, de valoriser quand même ces surfaces avec une production agricole. Donc dans un premier temps, on pense à la production fourragère. Donc on va mettre ça en place un peu sur tout le site, on va dire. Voilà. On va reconcevoir la partie d'Olivier et Léna. Là-bas, le maraîchage, il va vraiment partir dans la zone à l'est du site, entre les peupliers, les paulownias et dans le verger maraîcher. On maintient bien sûr arbre à tatouille. Et voilà, on va reconcevoir un peu ça pour mettre du fourrage. Et puis peut-être, comme je le disais un peu tout à l'heure, introduire un jour des cultures céréalières en intervenant sur les arbres, etc. Mais toute la gestion du site, comme je l'ai dit, elle est participative. On va travailler avec notre comité de partenaires. La co-conception des espaces, elle est aussi participative. Par exemple, pour la partie d'Olivier et Léna, on va retravailler sur les peupliers, les paulownias, les fruitiers. Et ça fait l'objet d'une discussion avec plein de partenaires dans le cadre de plusieurs projets. Donc il y avait des instituts de recherche, des instituts techniques et d'autres agriculteurs. On a planché à la co-conception de ces espaces. Et ça va être pareil sur tout le reste du site pour l'accueil de nouvelles cultures. On ne va pas décider, nous, à Groof, de couper les arbres comme ci ou comme mi. On va vraiment en faire des moments d'échange avec nos partenaires.